Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur votre plateforme www.ezaetv.bj. Vous l'avez compris, nous avons changé d'adresse URL, mais restez toujours avec nous, puisque c'est toujours votre télévision EzaeTV en direct depuis le Bénin. Et cette semaine, sur votre émission Le Débat, nous allons parler de la société civile. C'est vrai, nous n'allons pas entrer dans toute l'historique de la société civile en général, mais nous allons parler des états généraux de la société civile du Bénin. Qu'est-ce que c'est que ces états généraux? Qu'est-ce qui a motivé ces états généraux? Que va-t-on dire au cours de ces états généraux? Quels sont les objectifs à terme de ces états généraux? Notre invité va nous en parler sur ce plateau. Et donc, du 18 au 19 décembre prochain vont se tenir à Cotonou les états généraux de la société civile du Bénin. Il s'agit d'une rencontre pour repenser la société civile au Bénin et pourquoi pas en Afrique. Et pour mieux comprendre les objectifs donc de ces états généraux, nous recevons M. Yolou Bamisso Yessoufou, ou si vous préférez M. Yessoufou Yolou Bamisso pour faire prénom avant nom. Il est le directeur général du Centre de promotion de la société civile CPSC, qui est un établissement public de la place. Il est sous la tutelle du ministère de la Justice. C'est sûr que vous vous dites, mais je ne connais pas. Moi aussi, je l'ai dit. Il va nous expliquer comment c'est arrivé. Et le CPSC, le Centre de promotion de la société civile, est l'initiateur donc des états généraux de la société civile du Bénin. Monsieur Yessoufou Yolou Bamisso, bonjour à vous. Bonjour madame. Vous allez bien? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir donc pour nous de vous recevoir. Et l'opportunité que vous m'offrez de parler un peu de ma structure, de ce que nous faisons. C'est très important parce que le Bénin est un tout et comme on aime à le dire sur EzaeTV, le développement du Bénin nous concerne. Tout à fait. Et si chaque fils et fille peut apporter quelque chose pour ce développement, c'est avec plaisir. Et donc vous êtes donc le bienvenu sur notre plateau. Merci. Monsieur Yessoufou Yolou Bamisso, c'est quoi déjà la société, le centre de promotion de la société civile? Ok, merci. Le centre de promotion de la société civile, comme vous le disiez tantôt, c'est un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère de la Justice et de la législation. Il jouit d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. C'est un centre qui est un centre parapublic qui a ses différentes caractéristiques pour lui donner l'opportunité et les mains libres pour pouvoir discuter avec ces groupes cibles. Et ces groupes cibles, comme vous l'avez dit, et comme vous pouvez vous en douter, ce sont les organisations de la société civile. Bon, donc nous jouons un rôle d'intermédiation, un rôle d'interface, pour être beaucoup plus précis, pour utiliser l'expression consacrée. Nous avons un rôle d'interface entre les organisations de la société civile et le gouvernement. Le centre a été créé depuis 2000. Les gouvernements successifs sont passés et le centre est passé d'une tutelle à une autre. Avant, c'était sous la tutelle du MCRI. C'était sous la tutelle du ministère chargé des relations avec les institutions, qui actuellement, à la faveur du nouveau gouvernement, a été fusionné avec le ministère de la Justice et de la législation. Donc nous sommes passés sous la tutelle du ministère de la Justice et de la législation. Nous comprenons mieux maintenant, parce que là, ça nous faisait bizarre de voir société civile, le ministère de la Justice, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà, et donc comme le ministère de la Justice s'occupe également des institutions, vous allez voir, vous allez bien comprendre qu'il y a une cohérence entre cette tutelle-là et le ministère de la Justice, parce que le ministère de la Justice s'occupe également des institutions et des questions de loi, des questions d'environnement juridique et ainsi de suite. Donc, comprenez que ces organisations de la société civile, qui sont des acteurs importants, il faut qu'ils soient sous la tutelle d'un ministère qui les accompagne en termes d'amélioration de l'environnement juridique dans lequel ils évoluent. Donc, il y a cohérence. Il y a cohérence. Non, c'est compris maintenant puisque vous avez expliqué. Monsieur Yolou Bamisso, vous avez parlé des institutions parapubliques. Qui sont ceux qui composent? Est-ce que ce sont des cadres de l'administration? Est-ce qu'il y a des privés, des publics? Pour qu'on puisse mieux comprendre le fonctionnement. Le centre, comme je le disais, c'est un établissement public, mais qui est dédié à l'appui aux organisations de la société civile. C'est ça sa mission. Et il est doté d'un conseil d'administration. D'un conseil d'administration composé de 11 membres. Actuellement, c'est vrai qu'il y a des réformes qui sont en cours. Les membres. On va voir il y a des réformes qui sont en cours. Parmi les 11 membres, il y a 6 places, il y a 7 places qui sont détenues par les organisations de la société civile. Donc c'est clair que c'est notre institution. C'est l'institution, le centre est l'institution des organisations de la société civile. Mais comme c'est un établissement public,
le premier responsable est souvent nommé par le ministre qui assure la tutelle de ce centre. Donc c'est à ce titre que moi j'ai été nommé à la tête de ce ministère. Mais au départ, je suis un acteur de la société civile. J'ai travaillé dans le secteur de la société civile. Et ça fait partie des profils. Dans l'ONG, c'est une ONG qui travaille dans le Nord, le corps de volontaires africains pour le développement économique et social. C'est bien de mieux vous connaître. Voilà, donc j'ai été directeur exécutif de cette ONG. Nous avons eu nos expériences. Nous avons travaillé auprès de nos communautés. Nous avons mobilisé des ressources en faveur de ces communautés. Donc, j'ai fait de l'expérience du point de vue militantisme. Vous n'êtes pas parvenu? Non, non, non. J'ai fait de l'expérience. Je suis un sac au dos. Bon, je suis sociologue de formation. J'ai fait l'université d'Abomey-Calavi. J'ai fait la sociologie et anthropologie. Après, j'ai fait un DSS en gestion de projet et développement local, juste pour me renforcer mes capacités, pour être à même de faire face aux défis qui sont les miens par rapport aux charges. Société civile. Voilà. Voilà. Vous faites bien de nous parler de vous parce que souvent on ne fait pas la promotion de nos compatriotes. Donc c'est bien de savoir que vous êtes un socio-anthropologue. Voilà. C'est bien de savoir également que vous avez été sur le terrain, même si aujourd'hui vous êtes dans un bureau en tant que directeur donc, du voilà, centre. Mais ça c'est une expérience passagère également. Bien sûr. Je rêve de revenir dans mon monde. C'est sûr. J'ai fait du militantisme depuis l'université, depuis le collège. Je suis passé par l'université. Et donc c'est ma vie. C'est ma vie. Donc j'ai fait une expérience et cette expérience elle est intéressante parce qu'elle ne m'éloigne pas de mon monde, habituel. Oui, ce n'est qu'un prolongement. Donc, c'est un positionnement qui me permet maintenant de voir un peu plus large. En tant que chef. En tant que chef et de voir comment je peux accompagner les organisations de la société civile, de jouer le rôle, puisque je connais le monde dans lequel je suis. Et de l'autre côté, nous avons le secteur public, nous avons le pouvoir public, le gouvernement qui est là. Il faut absolument que ce soit celui qui maîtrise les problématiques de... L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Celui qui maîtrise les problématiques au niveau du secteur, du sous-secteur société civile, qui discute avec les pouvoirs publics, avec les décideurs, pour les amener à prendre un certain nombre d'initiatives, à élaborer un certain nombre de règles, pourquoi pas de lois, qui facilitent la mise en œuvre des activités des organisations de la société civile. Parce que là aussi, ça fait partie des difficultés que nous vivons sur le terrain. Et les internautes se demandent pourquoi tout ce débat-là, c'est parce que c'est très important. Parce que si vous ne comprenez pas d'où est partie une idée, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi aujourd'hui on parle d'états généraux de la société civile. Tout à fait. Et pour quelqu'un qui, moi, c'est vrai, je suis de la presse, mais j'ai mis du temps, il a fallu que je milite aussi dans une organisation de la société civile pour comprendre que la presse ou les médias, ça fait partie également de la société civile. Alors, vous me permettez de rebondir rapidement pour dire que en 2007, il y a eu au Bénin un séminaire sur le recentrage du concept société civile. C'était un grand rassemblement, un grand atelier qui a rassemblé toutes les composantes, tout le monde associatif béninois, y compris l'État et les autres acteurs non étatiques et les partenaires, pour réfléchir sur... un travail en cohésion. Voilà, puisque le concept société civile est variable, c'était un concept. Donc chacun y met ce qu'il veut. Et donc, puisqu'il y avait un peu de flou à l'époque, le gouvernement s'est dit non, nous allons accompagner, il faut que ces acteurs-là se retrouvent et échangent et nous donnent nous disent ce qu'ils entendent par la société civile au Bénin. Voilà, donc c'est à l'occasion de ce séminaire de recentrage sur le concept société civile qu'il a été identifié 7 composantes faisant partie de la société civile au Bénin. Oui. Lorsque vous arrivez au Bénin, vous parlez de société civile, il y a 7 composantes qui... On peut aller dans les détails? Voilà, donc il y a les organisations non gouvernementales. Les ONG. Les ONG. Il y a les chefferies traditionnelles, la chefferie traditionnelle. Il y a la confession religieuse. Oui. Il y a les médias, les organisations de médias. Il y a les syndicats. Il y a les organisations socio-professionnelles. Ah, ok. Les associations, c'est ça? Oui, les organisations socio-professionnelles ne sont pas des associations. Okay. Maintenant, il y a les associations de développement. Les organisations socio-professionnelles, dans ce grand lot, on peut trouver les différents ordres. L'ordre des avocats, l'ordre des architectes, l'ordre de... Vous voyez qu'on ne finit pas d'apprendre, non? Non, non, bon. Bon, donc, vous voyez, ça fait 7 composantes. Et ça a été défini lors de ce séminaire. De 2007. De 2007. Donc, aujourd'hui, lorsque vous venez au Bénin, vous dites société civile, ce sont ces 7 composantes-là que vous voyez. Que je vais rappeler très rapidement, les organisations non gouvernementales ONG, la chefferie traditionnelle, les confessions religieuses, les organisations de médias, les syndicats, les organisations socio-professionnelles, les différents autres, et les associations de développement. Tout à fait. Et je confirme que c'est le cas parce que, étant membre du cas de concertation, c'est les
cette composante, effectivement, que nous avons. Et moi, je suis toujours dans la composante média. Voilà. Parfait, tout à fait. Donc, nous sommes dans le même monde. Voilà. Et aujourd'hui, M. Yolou Bamisso, comment est-ce qu'on peut définir la société civile? Bien sûr, c'est vrai qu'on aura bientôt des états généraux à partir du 18, mais en attendant, au moment où nous sommes, comment est-ce qu'on peut définir la société civile au Bénin? Merci, madame. C'est une question qui est très vaste, mais je ne vais pas m'enliser. Non, je ne vais pas m'enliser dans les définitions. Je crois que lors du séminaire de centrage, ce séminaire a consacré une définition très succincte des organisations de la société civile que je peux vous livrer. Oui, il s'agit d'un ensemble d'associations à but non lucratif et apolitiques poursuivant des objectifs d'intérêt général. Ensemble d'associations à but non lucratif, apolitiques et poursuivant des buts. Poursuivant des objectifs d'intérêt général. D'accord. Donc, elle a pour but de défendre et de promouvoir les intérêts des populations. Elle exerce des fonctions d'autorégulation au niveau national, au niveau local, indépendamment du marché, indépendamment des pouvoirs publics et indépendamment aussi de l'État. Voilà. Bon, donc, toute activité, pas toute activité, toute association à but non lucratif qui agit dans l'intérêt des populations et son action s'inscrit dans une gouvernance qui est en indépendance, dans une position d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des marchés. Cette association est considérée comme une organisation de la société civile. Donc, pour schématiser, pour faire simple. Oui. Voilà. Non, je pense que votre définition me convient également parce que souvent, on pense qu'une ONG, d'abord, ça pense développement. Une association, ça pense également développement. Exactement. Ça n'attend pas forcément les pouvoirs publics. Voilà. Ça mobilise des ressources pour accompagner une localité, une communauté à pouvoir émerger. Voilà. Donc, quand on parle d'organisation de la société civile, il y a des mots-clés. Il y a développement, bien sûr. Il y a but non lucratif, intérêt général. Intérêt général. Il y a apolitique. Apolitique, c'est très important. Donc, indépendamment des pouvoirs politiques également. Intérêt général et à but non lucratif. Voilà. Donc, ce sont des mots-clés qui accompagnent, que charrie la définition du concept société civile. Voilà. Et souvent, on entend au Bénin dire que la société civile est régie par la loi 1901. Pardon. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette loi est assez vaste, assez grande. Exactement. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous allons aux États généraux. D'accord. Nous avons déjà commencé par aborder les raisons pour lesquelles... donc, progressivement, nous y allons. Vous avez déjà posé une première question par rapport à la définition. Deuxièmement, quelles sont les familles qui composent la société civile? Aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, ça a été défini depuis 2007, lors du séminaire de centrage. Ça fait 11 ans. 11 ans, c'est beaucoup. Donc, ça fait 11 ans. Mais est-ce que cette définition continue d'être au regard du contexte national, au regard des enjeux et des défis actuels? Est-ce que le concept société civile est un... est-ce que les 7 composants... C'est sûr que c'est un concept qui doit évoluer. Voilà. Donc, les États généraux seront l'occasion pour l'ensemble des acteurs du monde associatif de pouvoir se pencher à nouveau sur cette question et de voir est-ce que cette définition continue d'être actuelle, continue d'être pertinente par rapport au contexte actuel. Vous posiez la question tout à l'heure, elle était relative à la loi 1901. La loi 1901 est une loi française d'ordre général. C'est vrai que quand on parle de la loi 1901, c'est la loi d'association. C'est la loi qui consacre la liberté d'association. Cette liberté est consacrée dans notre Constitution également, mais endossée également à la loi 1901. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, les difficultés que nous vivons, les enjeux, les problèmes et beaucoup d'autres choses, vous voyez, beaucoup d'autres défis auxquels les organisations de la société civile sont confrontées, tout ça là déborde largement le cadre tracé par la loi 1901. Et donc, il serait intéressant qu'on puisse s'approprier cette loi-là et la contextualiser en tenant compte des réalités nationales. Parce que le concept société civile, 7 familles, quand vous allez au Burkina, vous n'allez pas retrouver les 7 familles. Lorsque vous allez, par exemple, au Cameroun... Ça dépend de chaque pays. Lorsque vous allez au Cameroun, par exemple, les chefferies traditionnels ne sont pas considérés comme acteurs de la société civile. Donc, ça dépend de chaque pays. Voilà. Et donc, il faut effectivement actualiser le concept société civile et il faut
maintenant aller vers l'élaboration d'une loi qui tienne compte de notre réalité et qui encadre davantage, et qui facilite la mise en œuvre des actions des organisations de la société civile. Sur le terrain. En matière de loi, il y a une expérience qui a été faite en 2013 sous le ministère, au Bénin, toujours sous le ministère de la Justice, le ministère chargé des relations avec les institutions. C'était une initiative du Centre de promotion de la société civile en association avec une direction technique du ministère. L'expérience a consisté en quoi? L'expérience a été financée par la délégation, par le Fonds européen de développement. C'était d'élaborer une loi nationale, purement nationale, béninoise, qui consacre la liberté d'association aux organisations de la société civile. L'expérience a été faite. Il y a eu un avant-projet de loi qui a été élaboré sur la base des études qui ont été faites. Il y a des consultants qui ont été commandités à cette tâche-là, qui ont fait leur travail. Et il y a eu un séminaire national d'appropriation de cet avant-projet de loi. Maintenant, il fallait que... Et pourquoi ça s'est arrêté là? Voilà. Donc, la loi a évolué, toutes les diligences ont été faites et c'est allé jusqu'à la Cour suprême. Jusqu'à la Cour suprême. Et vous savez certainement que ces états généraux vont permettre de booster cela. Exactement, exactement. Parce qu'entre-temps, ça fait 5 ans, déjà, je parle de 2013, on est en 2018. Ça fait 5 ans qu'ils sont passés. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux qui doivent être ajoutés. Qui doivent être ajoutés dans l'environnement institutionnel et juridique. Parce qu'à l'époque, quand on élaborait cet avant-projet de loi, les lignes directrices de l'Union africaine de la Charte de l'Union africaine sur les libertés d'association n'étaient pas encore éditées. Donc ça fait des éléments nouveaux. Et ne vivons pas en vase clos. Voilà. Donc ce sont des éléments nouveaux qu'il faut intégrer dans la nouvelle loi. Mais en temps aussi, il y a certains acteurs de la société civile qui ne se reconnaissent plus de la société civile. Parmi les 7 composantes. Parmi les 7 composantes. Et donc, il est important, il est pertinent. Bon, je pense que ce n'est pas c'est important parce qu'on a vu des gens se réclamer de la société civile après se retrouver en politique. Voilà. Alors qu'on a dit que ça devrait être apolitique. Voilà. Mais là, je fais une nuance rapidement. Il n'est pas du tout interdit de quitter la société civile pour la politique. Mais il faut pouvoir séparer les deux paliers, les deux milieux. Et être clair. Vous êtes un acteur de la société civile, vous travaillez pour. Et maintenant, vous choisissez après de quitter cette scène-là et d'aller vers la scène politique. Et donc, vous rompez toutes vos relations que vous avez à l'interne avec vos engagements militants et consorts et vous allez sur la scène politique. Ça devait rassurer les Béninois. Bon, je crois que c'est... On a eu des polémiques. Je crois que c'est même une bonne chose que les acteurs de la société civile qui ont appris à travailler avec les communautés, qui connaissent ces communautés, qui connaissent leurs problèmes, qui ont vécu et qui savent comment les choses se passent et comment accompagner ces communautés. Ce serait intéressant que ces acteurs-là migrent vers la scène politique. Ça leur permet de mieux implémenter. Je suis sûr que vous ne parlez pas d'expérience. Bon, parce qu'on a des exemples. On a des exemples au niveau national, oui, qui ont quitté la scène militante. Qui sont allés vers des positions politiques qu'ils assument avec beaucoup de responsabilités. En tout cas, c'est le plus important. Et beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir et de fierté pour le Bénin. Et comment je suis sûre que vous faites partie de ces personnes qui sont fières de les voir aujourd'hui à ce niveau-là. Ce sont des valeurs pour nous, ce sont des modèles. Et je crois que le Bénin doit être fier. Des valeurs, des modèles. Voilà. D'accord. Monsieur Yolou Misso, on va donc revenir maintenant à nos objectifs, aux objectifs des États généraux de la société civile qui auront lieu du 18 au 19 décembre prochain. Voilà. Donc, le principe de l'organisation des États généraux de la société civile a été acquis au thème des travaux du séminaire de recentrage. De 2007. Ce séminaire... Donc, ça devrait tenir, ces États généraux devraient avoir lieu depuis? Non. Ah, d'accord. En 2007, ce séminaire-là constitue un point de référence important pour le monde associatif au Bénin. Un point de départ. Un point de départ. Et ce principe d'aller aux États généraux a été acquis lors de ce séminaire de recentrage. Et donc, depuis 2007 jusqu'à maintenant, ça fait 11 ans. 11 ans. Donc, vous avez pris le temps de réfléchir. Nous avons eu le temps de réfléchir et on s'est dit que, vu l'évolution du contexte national et international, l'organisation de ces États généraux demeure une urgence pour voir un peu
et comment les organisations de la société civile évoluent, quelles sont les difficultés, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes, quels sont les facteurs qui limitent leur positionnement au niveau des enjeux de développement pour que ces états généraux qui constituent déjà un creuset de dialogue national entre ces acteurs et d'échange entre ces acteurs de la société civile puissent aller vers la formulation des recommandations et la prise ou bien le renouvellement des engagements qu'ils avaient pris en 2007 pour qu'enfin on puisse avoir une société civile qui soit dynamique, qui se révèle à travers les différents principes qui sont même intégrés dans la charte des organisations de la société civile. Le principe de responsabilité, le principe d'autonomisation et le principe, plusieurs principes qui sont des principes majeurs intégrés dans la charte des organisations de la société civile. Donc, pour aller à ces états généraux, nous avons trouvé qu'il fallait commanditer une étude sur l'état des lieux. Ce qui a été fait? Ce qui a été fait. Une étude sur l'état des lieux. Cette étude a consisté en une analyse holistique et approfondie des dynamiques au sein du monde associatif béninois. Quand on dit holistique, souvent ça me fait bizarre. Bon, holistique, c'est-à-dire de manière globale. C'est-à-dire tous les paliers, tous les aspects. C'est pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, tous les paliers, tous les aspects ont été considérés, ont été analysés. Et donc, ça a permis de voir un peu au niveau de la dynamique associative quels sont les enjeux, quels sont les défis, et de dégager les thématiques majeures, les questions importantes qu'il faut aborder lors de ces états généraux. Donc, l'étude a été faite et après cette étude, lors de ces études, je crois qu'il y a plusieurs acteurs de la société civile qui ont été associés. Nous avons utilisé une approche assez participative pour impliquer au plus bas de l'échelle les acteurs de la société civile. Il y a des ateliers départementaux qui ont été organisés dans tous les départements du Bénin. Il y en a 12. Et ces ateliers départementaux ont été animés par les acteurs de la société civile qui ont été identifiés par leurs pairs depuis les communes et qui sont venus échanger sur Nous avons un cadre de concertation nationale. Nous avons un cadre de concertation nationale. Après, à part le cadre de concertation nationale, départementale, communale, nous avons également les réseaux thématiques. Bien sûr. Et nous avons également les fêtières. Donc, cette diversité d'acteurs a participé aux ateliers départementaux. Et c'est au cours de ces ateliers départementaux qu'il y a des thématiques qui ont émergé. Maintenant, ces thématiques, il y en a 12, ces thématiques ont été structurées autour de 4 thématiques majeures, autour desquelles il y a eu, après les ateliers départementaux, il y a eu des groupes thématiques qui ont été mis en place pour approfondir tout ce qui avait été fait au niveau, pour approfondir les travaux, tout ce qui avait été fait au niveau des départements. Et donc, l'ensemble de ces informations, des conclusions auxquelles les gens sont arrivés, feront l'objet de débats lors de ces états généraux et l'objet d'approfondissement pour aller vers la prise d'engagement et de résolution. Je voudrais vous rappeler... Oui, vous voulez rappeler les grandes thématiques? Oui, je vais rappeler les grandes thématiques. Rappelez-les, on va aller un peu dans les détails. Voilà, donc la première thématique, qui est une thématique assez vaste... on va les citer et on va aller étape par étape. D'accord, donc elle est intitulée « Approfondissement du concept de la société civile, ses composantes et sa structuration ». Mais si vous préférez, on peut aller dans les détails en même temps. Bon, si vous voulez. Je crois que ce serait mieux d'aller pas à pas. Donc, l'approfondissement du concept de la société civile, composante et structuration. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Donc, à la faveur de cette composante-là, de cette thématique, les acteurs se sont retrouvés et se sont posés des questions. Il y a eu des interrogations qui ont été faites. Et ces interrogations ont rapport aux engagements qui ont été pris en 2007. Et donc, il y a un bilan. Il y a un bilan qui a été fait par rapport aux engagements qui ont été faits en 2007. Et c'est de voir un peu comment faire cet arrimage entre les engagements pris en 2007 et les réalités actuelles qui concernent l'évolution des organisations de la société civile. Il s'est agi également de faire des propositions concrètes qui permettent aux composantes de se conformer à la définition retenue. Il y a une définition qui a été retenue en 2007, comme je le disais tantôt. Cette thématique a permis également aux acteurs qui se sont retrouvés à l'intérieur de
d'échanger encore pour voir la pertinence par rapport à ça. Bon, je vais... non, allez-y. On est en train de vous suivre. Bon, la deuxième thématique est intitulée « Autorégulation et gouvernance interne ». Vous avez déjà fini avec la première thématique. Moi, je voulais savoir sur quel point vous allez réfléchir, je sais pas, sur quel petit point vous allez vraiment vous attabler pour qu'on puisse mieux comprendre. L'approfondissement du concept société civile. Il s'agit de voir, par exemple, les 7 composantes qui font partie de la société civile. Est-ce qu'ils méritent de faire partie de la société civile? De la société civile. Donc, il y a un débat autour. Le rôle et l'utilité de chacun. Est-ce que ces composantes-là continuent d'être pertinentes à l'aune des réalités et de l'évolution du contexte actuel? Donc, il faut clarifier. Si vous vous rendez compte qu'une composante n'a plus sa place? Non, mais ce n'est pas que si nous nous rendons compte qu'une composante n'a plus sa place, il aura des critères. Il aura des critères d'évaluation, des critères d'analyse. Et je crois que tout le monde va se rendre compte que cette composante-là, compte tenu de ses caractéristiques, ne peut plus être pertinente ne peut plus être pertinemment considérée comme acteur de la société civile. Et elle sera déclassée. A priori, rien n'a été arrêté et c'est au cours de ces états généraux que les décisions seront prises. Qu'est-ce que vous mettez dans la structuration? Dans la structuration, il y a que les organisations de la société civile sont organisées, si vous me permettez, sont organisées et sont structurées par typologie. Il y a des structures de premier niveau, il y a des organisations de deuxième niveau, il y a des organisations de troisième niveau, il y a des organisations de quatrième niveau. C'est la typologie. Donc vous allez faire un petit classement. Un petit classement. Donc, structurer un peu le monde associatif. Les organisations de premier niveau, ce sont des organisations de base qui travaillent au sein des communautés, au niveau arrondissement, au niveau village, au niveau local. Et ce sont des organisations naissantes. On va aller en montant. Et ce sont des organisations naissantes. Les organisations de deuxième niveau, ce sont, pour la plupart, dans cette catégorisation, on retrouve les ONG. Les ONG qui ont une base, qui ont un minimum d'administration, et qui fonctionnent, qui ont un siège et qui fonctionnent, et qui ont comme champ d'activité le niveau communal, ça peut être le niveau départemental. Ce sont des organisations, disons... Déjà un peu assis. Un peu assis, mais individuelles. Bon, les organisations de troisième niveau, là, on retrouve les différents réseaux. Parce que le réseau est constitué de plusieurs organisations de base. Bien sûr. Voilà, donc à ce niveau, on retrouve, au niveau de la typologie 3, on retrouve les organisations qui se retrouvent en réseau, qui se sont retrouvés en réseau, qui se sont regroupés sous forme de réseau. Pour pouvoir mieux atteindre l'objectif. L'objectif, parce qu'en leur sein, certainement, ils ont des thématiques qui les rassemblent, ils ont des défis liés au renforcement de leurs capacités, à une meilleure connaissance de leur milieu, certainement aux moyens mis en œuvre pour mener leurs activités. Et on dit souvent qu'ensemble, on est plus fort. Voilà, donc ça leur permet de mutualiser leurs efforts, ça leur permet également d'aller ensemble vers la mobilisation de ressources. Et ça leur permet également d'avoir des positions communes par rapport à la thématique qui les lie. Et le plus important, d'atteindre l'intérêt général. L'intérêt général. D'accord. Et donc, les organisations de quatrième niveau, ce sont les grandes fêtières, les plateformes. Ah, d'accord. Je peux donner des exemples. Oui, allez-y. Un peu comme la PACIB, c'est une plateforme. Oui. Donc, ce sont les organisations de la société civile, ce sont des organisations de quatrième niveau. Je comprends pourquoi j'aime les organisations de quatrième niveau. Voilà, donc pour les organisations de troisième niveau, on peut donner des exemples. Oui, allez-y. Il y a plusieurs réseaux. Le Social Watch, par exemple, c'est un réseau d'organisations de troisième niveau. Et pour les organisations de niveau 2, ce sont les organisations de base, ce sont les ONG que nous connaissons. Covades Bénin, d'où je viens, c'est une organisation. Bien sûr, la charité de l'autorité. C'est une organisation de deuxième niveau. Il y a Alcrer, qui est une organisation de deuxième niveau, mais qui atteint un certain niveau de professionnalisme assez élevé. Donc ce sont des organisations qui sont vraiment... tout déterminer. Voilà, ils sont très visibles sur le terrain, ainsi de suite. Donc cette structuration, les États généraux vont se pencher sur ça pour mieux organiser ces acteurs de la société civile. Et ça permet, le niveau d'organisation, le niveau de structuration permet de clarifier un peu l'environnement institutionnel dans lequel évoluent les ONG. Et ça permet de plus impacter. Ça permet de plus impacter. Ça permet également au pouvoir public de savoir vers qui se tourner. Avec quel acteur il discute. Si, par exemple, il y a un programme qui intervient dans le domaine
de l'environnement, dans le domaine de l'éducation. Il faut savoir vers qui tourner. Vers quel acteur il faut aller, parce qu'ils sont organisés en réseau, ils sont des spécialistes, ils peuvent apporter leur expertise. Bien sûr. Pour l'accompagnement. Parce que ça ne sert à rien de choisir des personnes qui ne connaissent rien du domaine. Conséquence, les ressources sont perdues, on n'atteint pas l'objectif. Donc, grâce à la structuration, on pourra voir quel est le paquet d'accompagnement qu'il faut apporter à ces différentes organisations. Si c'est des ONG de premier niveau, on sait un peu quels sont les paquets. Quand vous parlez d'accompagnement, ça me fait penser aux ressources financières, ça m'inquiète. Voilà. Non, quand on parle d'accompagnement, c'est le renforcement d'abord de leurs capacités. Parce que ce qui fait la richesse d'une organisation, d'une association, ce sont ces hommes. C'est la qualité de ces hommes. C'est la qualité de ces hommes, c'est leur niveau d'engagement. Il faut bien de préciser. Voilà. Parce que certains militent dans les organisations parce qu'on pense qu'on va gagner. C'est leur niveau d'engagement, c'est leur niveau de militantisme. Avec ça, ils peuvent tout faire. Les ressources financières ne viennent que sous forme d'appoint. Les ressources financières ne viennent que sous forme d'appoint. Juste pour louer une salle, pour tenir une activité. Pour tenir une activité ou avoir quelques moyens pour se déplacer, aller vers les communautés. Mais je crois que l'essentiel de leur action, de leur effet, de l'impact qu'ils peuvent créer sur les communautés, c'est au niveau du mental, c'est au niveau de leur comportement. Donc ils doivent être des porteurs de changement. Ils doivent discuter avec les communautés, les amener à acquérir un certain nombre de comportements qui leur permettent d'améliorer globalement leur bien-être. Et le Bénin, comme on le dit, n'a pas un problème de test, nous avons un problème de ressources humaines. Nous avons un problème de ressources humaines. Nous n'avons pas un problème de ressources financières. Parce que même avec les ressources financières limitées, nous pouvons faire beaucoup de choses. Faire des miracles. Mais nous n'avons pas forcément un problème de ressources humaines. Même si on dit qu'on a un problème de ressources humaines, il faut nuancer. Il y a des hommes et femmes de qualité, bien formés, mais c'est au niveau de l'engagement et de la gouvernance qu'il faut améliorer les choses pour que nous puissions tirer le meilleur parti de toute cette ressources humaines qui existent sur le territoire national. Nous avons laissé traîner un peu sur cette thématique parce que c'était primordial pour déblayer le terrain, pour pouvoir aller plus loin dans les actions. Et donc la deuxième thématique porte sur l'autorégulation. L'autorégulation, il s'agira de clarifier la notion de gouvernance interne. Parce que c'est là aussi l'un des défis des organisations de la société civile. Et quand on parle des associations, à l'intérieur, le maître mot, c'est la gouvernance. Il y a la gouvernance associative, il y a la gouvernance financière. Bien sûr. Comment la vie se meut, la vie démocratique se meut à l'intérieur, au sein de ces organisations de la société civile. Est-ce qu'ils ont des organes des différents organes. Pour éviter les associations qui sont dans les sacs. Pour éviter les associations. Est-ce que ces organes-là sont renouvelés? Bon, ça, c'est la gestion associative. Mais important. Voilà. Est-ce qu'ils tiennent des réunions? Est-ce qu'ils rendent compte? Est-ce que c'est vraiment structuré? Tout ça, là, c'est l'aspect associatif. Ça, c'est la gouvernance associative. Mais de l'autre côté, la gouvernance financière, est-ce que... Quelles sont leurs capacités? D'abord, comment ils mobilisent leurs ressources? S'il y a des ressources propres, parce qu'il faut avoir des ressources propres aussi pour pouvoir tenir. Il faut porter au genou pour qu'on vous aide à porter sur la tête. Voilà. Mais comment ils gèrent leurs ressources? Qu'elles soient des ressources internes, propres à eux, ou bien des ressources externes. Bon, pour les questions de redevabilité. On parlera également de redevabilité. Exactement. C'est très important. Exactement. Donc, quand ils mobilisent ces ressources-là, ils les gèrent et s'ils rendent compte. Donc, ça, c'est ce qu'on met dans le grand chapeau de gouvernance interne. D'accord. Voilà. Et la régulation des organisations de la société civile. Vous savez, en parlant un peu de la structuration, nous parlons également nous abordons d'une manière ou d'une autre la question de régulation. Nous sommes dans un environnement qui est régi par des tests. Actuellement, c'est la loi 1901. À côté de la loi 1901, il y a des décrets qui sont pris, il y a des arrêtés. Donc, il y a certains tests réglementaires qui ont été pris, qui régissent la vie des organisations de la société civile. Est-ce que tout le monde a ces informations? Est-ce que tout le monde a ces informations? Il existe une charte des organisations de la société civile. Est-ce que tout le monde dispose de cette charte? Est-ce qu'on respecte cette charte? Est-ce qu'on connaît la charte? Est-ce qu'on respecte la charte? Est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on l'applique? Parce qu'il y a des principes, il y a des valeurs, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette charte-là. Bon, donc, par rapport à la loi nationale, quels sont les comportements, les attitudes des organisations de la société civile vis-à-vis de ce qui est réglementaire? Donc, la question d'autorégulation permet aux organisations de la société civile de voir en leur sein comment ils s'organisent pour s'informer sur les différentes lois qui existent, sur les différents règlements. Ça va même permettre d'assainir le milieu de la société civile. Et d'encadrer davantage. Surtout. D'encadrer davantage avant qu'il n'aille tomber sous le coup de la loi. Et vous savez que dans notre environnement actuel,
cette thématique-là qui est d'actualité, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les organisations de la société civile sont abusivement utilisées. C'est clair. Peut-être consciemment. Peut-être inconsciemment ou bien peut-être consciemment également. Donc, parce qu'on a besoin de ressources. Voilà, donc elles sont utilisées abusivement pour blanchir les capitaux. Vous allez attirer leur attention sur ces préoccupations. Et il existe des lois maintenant. Il y a une loi qui a été votée en 2018 qui concerne le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et les organisations de la société civile sont des assujettis de cette loi-là. Donc ils doivent connaître cette loi-là. Pour être plus prudents. Voilà, pour être plus prudents. Donc ils doivent s'informer et se former entre elles. Et lui, il est important alors qu'en leur sein, il existe des institutions, des instances d'autorégulation pour mieux les encadrer, pour leur permettre de travailler. Pour leur montrer le chemin davantage. Et de travailler librement. Voilà. Et l'autre thématique, c'est l'amélioration du cadre juridique institutionnel de la représentation et du partenariat des OSC avec d'autres acteurs. Oui. Voilà. Je pense que c'est important. Et quand vous mettez quoi dans d'autres acteurs, les politiques? Quand on parle des autres acteurs, nous pensons d'abord à l'État. D'accord. Nous pensons aussi aux collectivités locales, parce qu'ils interviennent sur un territoire. Oui. Et donc, ils doivent avoir des rapports. Ils doivent avoir une interaction positive, une collaboration avec ces collectivités locales. Accompagner les communes dans l'élaboration de leur plan de développement communal, les appuyer dans la mise en œuvre de ce plan-là, les accompagner également dans la mobilisation de ressources. Faire la veille citoyenne aussi. Faire la veille citoyenne. Et accompagner ces acteurs au niveau local à mieux assumer leurs responsabilités publiques. Et donc, ce serait intéressant qu'il existe un partenariat. Avec l'État également, il faut qu'il y ait un partenariat. Parce de toute façon, il y en a qui signent des conventions, des accords et autres avec l'État. Beaucoup d'organisations ont des relations contractuelles avec les différents ministères sectoriels. Et c'est l'État qui élabore la loi. Et ces organisations de la société civile ne peuvent pas travailler en dehors de la loi. L'État peut être porteur de grands projets de développement, mais l'État ne peut pas mettre en œuvre ces projets. L'État ne peut pas tout faire tout seul. L'État ne peut pas tout faire. Donc, les organisations de la société civile doivent accompagner l'État dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement. Par exemple. À travers, par exemple, la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes. Et ce gouvernement actuel, nous savons que ce gouvernement actuel a beaucoup de programmes importants de dimension nationale pour lesquels les organisations de la société civile doivent jouer un rôle important. Ces organisations ont une place et un rôle, une responsabilité dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Quand on parle de la question de la santé, c'est un des centres d'intérêt importants. Il y a beaucoup d'OSC à la base qui sont dans le domaine. Dans le domaine de la santé. Quand on parle de la question de l'eau, pareil. Il existe un partenariat national de l'eau au Bénin. Il y a des acteurs de la société civile qui y sont. Il y a également d'autres acteurs qui y sont. Donc ce partenariat, ces organisations de la société civile doivent trouver l'environnement et l'alchimie nécessaire qui leur permet d'avoir cette interaction positive entre elles et l'État pour aller vers l'intérêt général. L'intérêt général, vers le développement national, le développement intégral. Parce que par ces temps où l'État a ses ressources limitées et les besoins des communautés grandissant, il faut absolument qu'il existe ce partenariat entre les organisations de la société civile et l'État pour que les objectifs soient atteints. Bon, l'autre thématique, c'est l'efficacité des OSC. L'efficacité des OSC et le financement durable. L'efficacité des OSC. Ça doit être intéressant. Hein? C'est intéressant également parce que pour aller vite et pour ne pas traîner sur ce point, je dirais que lorsque vous prenez les organisations de la société civile au Bénin, elles interviennent dans beaucoup de domaines. Elles sont dans la santé, dans la microfinance, dans l'environnement. On ne peut pas tout citer. Il faut qu'elles aillent vers la spécialisation. Il faut qu'elles se professionnalisent. Il faut qu'elles se professionnalisent. Et ça, c'est un élément important. Elle ne peut pas être OSC et aller dans tous les domaines. Elle ne peut pas être efficace. Ça va faire une perte de ressources. Une perte de ressources, une perte de temps, une perte de ressources financières, une perte de ressources humaines, une perte de ressources matérielles et une perte de temps. Et donc, il faut les encourager à aller vers la spécialisation. Il faut les professionnaliser pour que les actions soient beaucoup plus efficaces. Vous voyez? Donc, voilà. Et la question de financement également, le financement durable. On parle du financement, mais avec ici, les partenaires il y a ont des ressources de plus en plus limitées. Durable. Donc, les partenaires ont des ressources de plus en plus limitées. Il faut aller vers une gestion de ces ressources. Plus efficiente. Une gestion efficiente des ressources
qu'elles soient des ressources propres, internes à l'organisation de la société civile, ou bien des ressources qui sont mobilisées auprès des partenaires, dont l'État. Donc, comment on installe, comment on crée des instruments financiers qui permettent aux organisations de la société civile d'avoir accès aux ressources qui leur permettent de travailler dans la durée. Parce que l'autre difficulté des organisations de la société civile, c'est des projets à court terme, 1 an, 2 ans, ou 3 ans, ou plus, ou 5 ans, et l'organisation met en œuvre avec l'appui d'un partenaire. Mais quand, après les 5 ans, le partenaire se retire, les activités la population n'arrive pas à prendre le relais elle-même. Il se pose la question de pérennisation des actions, parce que le financement n'est pas durable. Et de plus en plus, on y pense, hein. Il faut pérenniser. Il faut pérenniser. Il faut pouvoir passer la main aux communautés pour qu'elles-mêmes puissent continuer le travail. Donc, si le financement n'est pas durable, ce serait difficile de pérenniser les actions. Et quand on parle de financement, ce n'est pas de gros moyens, vous l'avez si bien dit. Comment passer la main aux communautés progressivement. Donc, c'est tout un processus. Si vous amenez, je ne sais pas, un projet d'assainissement, il faut que les populations en prennent conscience et qu'elles aient envie de pouvoir continuer même quand vous n'êtes plus là. Et donc, comment on continue, comment ces communautés continuent ce financement de ce partenaire. Peut-être ça ne peut pas être à la même hauteur, mais s'engageant désormais, comprenant les enjeux et s'impliquant dans cette activité, comment ils prennent le relais pour aller de l'avant, pour régler, par exemple, la question d'assainissement et consorts. Et je sais que vous n'allez pas vous arrêter à ces 4 thématiques, puisqu'il y aura une autre thématique qui va venir prendre tout en compte, c'est ça, hein, les stratégies et les moyens de mise en œuvre. Oui, les stratégies et les moyens de mise en œuvre. Parce que quand on réfléchit, il faut pouvoir mettre en œuvre. Exactement. Donc, les États généraux vont permettre également de réfléchir sur les stratégies et les moyens de mise en œuvre. Et tout ça là sera contenu dans un document qu'il pourrait intituler, pour ce qu'on entend déjà, le consensus de Cotonou. Et ce document, qu'on va appeler consensus de Cotonou, à la sortie des États généraux, sera un document à l'intérieur duquel il y aura des engagements forts qui seront pris par les acteurs eux-mêmes, parce qu'il s'agit de leurs États généraux. Ce sont eux qui se retrouvent entre eux, ils prennent des engagements. Ils formulent également des recommandations vis-à-vis des autres partenaires, disons l'État, et l'État en premier, les collectivités locales et les partenaires. Et ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui va constituer ce qu'on va appeler le consensus de Cotonou, peut-être consensus 2018 de Cotonou. Ce sera un document important qui fera date et qui fera référence au Bénin. Et certainement, avec cette expérience, le Bénin a souvent innové, avec cette expérience d'États généraux que nous organisons au Bénin, à Cotonou, ça pourrait inspirer et impacter les autres pays de la sous-région. Mais je dois préciser que nous avons eu également l'idée d'inviter, de faire participer pour les profiter des expériences d'autres pays. Voilà. Le Burkina a une loi sur les organisations de la société civile. Vous allez vous en inspirer. Nous allons nous en inspirer. Donc, il y aura quelqu'un qui viendra du Burkina pour nous décrire un peu leur expérience. Quels sont les avantages, quelles sont les limites de cette loi-là pour que nous puissions nous en inspirer. Le Burkina, il y a également le Mali que nous avons invité, avec qui nous allons discuter pour voir les questions, l'état de dialogue entre les organisations de la société civile et l'État. Et les gouvernants. Et les gouvernants. Avec tous les problèmes d'insécurité qu'il y a eu au Mali, comment les organisations comment ils arrivent à s'en sortir. Quelle est leur capacité de résilience pour que l'État puisse continuer par rester debout. Nous sommes convaincus que ce n'est pas seulement l'État. Les organisations de la société civile malienne également se sont mis à la tâche. Nous avons besoin d'avoir de l'information, de connaître leurs expériences et de nous renforcer davantage. Parce que nous sommes dans la même sous-région et donc les problèmes de ces pays sont des problèmes qui sont communs à nous tous. Et c'est comme j'aime à le dire, le développement c'est une affaire de tous et c'est très important si vous êtes organisation de la société civile. C'est vrai que tout le monde ne peut pas participer ou tout le monde n'a pas été invité, mais le plus important c'est de pouvoir suivre de très près ce qui sera fait et de pouvoir se rapprocher de ceux qui auraient participé pour en prendre de la graine et pouvoir aller de l'avant parce que on ne peut pas avoir tout le monde si on doit réunir tout le Bénin avec toutes ces organisations, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, voilà. D'accord. Voilà. Et donc c'est du 18 au 19 décembre prochain. Ce serait du 18 au 19 décembre prochain à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou que nous avons retenu. Combien de participants? Environ 200 participants. Venant de toutes les communes du Bénin. C'est normal. Et c'est tout le monde associatif béninois. Mais à côté d'eux, il y aura des acteurs non étatiques, comme je le disais. Il y aura les invités. Il y aura les invités, les officiels, plusieurs ministères, les ambassades seront invités pour voir un peu comment se fait le dialogue à l'intérieur des hommes. Les représentations diplomatiques, puisqu'il y en a qui accompagnent ces OSC-là. Je dois préciser que cette activité est financée entièrement par le programme REPASOC.
Et le REPASOC, c'est un programme renforcement. Il faut définir, voilà. C'est un programme renforcement et participation des organisations de la société civile. Ce programme est financé par le 11e round du Fonds européen de développement, le FED, qui fait suite au 10e round qui a financé le programme PSCC, bien sûr, programme Société civile et culture. Ces programmes font partie des instruments financiers que développe le Fonds européen de développement au pays, aux côtés du Bénin depuis un certain temps. Ce que j'aime dans le REPASOC, c'est que le REPASOC accompagne ces OSC à pouvoir se mettre ensemble. Voilà. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'aller en vase clos. Il faut le réseautage. Voilà. Il faut une communion d'action. Voilà. Et donc, l'un des objectifs premiers de ce programme, c'est de contribuer à la création d'un environnement propice qui permette aux organisations de la société civile de pouvoir travailler librement. Et avec ce programme, que je remercie très bien le chef programme, le régisseur de ce programme, il s'appelle Aristide Akandé. C'est un des acteurs de la société civile béninois qui a été mis à la tête de ce programme et qui fait un travail formidable. Donc, qui accompagne le centre de promotion, puisque nous avons pris l'initiative d'aider à organiser ces états généraux et nous avons l'appui financier de la régie du REPASOC. Et la régie du REPASOC, comme je le disais, c'est un des instruments financiers développés par le 11e FED. Je dois préciser également que le ministère de la Justice, qui assure la tutelle du centre de promotion et donc la tutelle des organisations de la société civile, actuellement, a pris le portage institutionnel de cette activité. Et donc, on a le leadership du ministre de la Justice et de la législation qui est mis en jeu. Et partant celui du gouvernement, bien sûr. Partant celui du gouvernement. Donc, on a une autorisation du gouvernement à organiser ces états généraux. Pour donner toute la légitimité à ces états généraux. Donc, c'est dire l'importance que l'État accorde à ces organisations de la société civile, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que c'est sous ce gouvernement que vous allez voir. C'est vrai que beaucoup disent que le gouvernement ne pense pas au social. C'est vrai que le gouvernement, ils disent que le gouvernement ne passe pas au social, mais voyez-vous, il y a plusieurs... Le gouvernement au moins fait confiance à ses partenaires de la société civile. Le gouvernement fait des choses en direction des communautés et agit sur le plan social. Le programme ARCH, que vous connaissez, il y a plusieurs programmes qui sont développés. La question de l'eau, la question de l'électricité, la question de la prise en charge de la santé. Les OSC. Tout ça, je crois que ce sont des aspects sociaux du programme d'action du gouvernement qui sont fortement implémentés au sein des communautés. Et le gouvernement s'appuie également sur les organisations de la société civile pour faire le travail. Monsieur le directeur général du Centre de promotion de la société civile CPSC, Monsieur Yessoufou Yolobanuso, votre message à l'endroit de vos confrères de la société civile, puisque vous avez quitté la société civile pour être directeur aujourd'hui. Voilà, merci. Bien sûr, dans le sens de ces états généraux. De ces états généraux. Donc, je dirais que les états généraux sont une première au Bénin. Et ce serait l'occasion pour tous les acteurs du monde associatif de se retrouver et de discuter autour des défis qui sont les leurs pour que, enfin, on puisse avoir une société civile qui développe une interaction positive avec les autres parties prenantes que sont l'État, les acteurs non étatiques, les collectivités locales. Je souhaite que ces états généraux soient une émulation pour tous les acteurs du monde associatif, ceux qui seront invités à ces états généraux et ceux qui ne pourront pas avoir l'opportunité d'être présents et de contribuer directement. Qu'à cela ne tienne, je crois que le processus que nous avons installé depuis juin a permis à tous les acteurs au niveau de la base de pouvoir contribuer à travers les différentes réflexions. J'ai parlé tantôt des ateliers départementaux. Donc, les gens ont contribué de manière progressive. Et c'est ça qui a mûri toutes les thématiques qui seront discutées lors de ces états généraux. Je souhaite que ce soit les états généraux soient également une occasion de mobilisation de l'ensemble du monde associatif pour le travail pour lequel nous nous sommes engagés auprès des communautés. Et je sais que l'État béninois, le gouvernement du président Patrice Talon, attend de pied ferme les engagements, les recommandations que les acteurs de la société civile vont formuler à l'issue de ces états généraux et certainement vont prendre leur part de responsabilité dans la mise en œuvre de tout ce qui aurait été retenu au cours de ces états généraux. Je remercie le Fonds européen de développement. Je remercie également les membres
du comité d'organisation parce qu'il a un comité d'organisation qui est derrière et qui assume toute la responsabilité. Et je remercie également les acteurs qui se sont mis à la tâche. Je pense à l'UTFED, qui est l'unité technique du Fonds européen de développement, qui est au ministère de l'économie et des finances. Voilà. Et je suis sûr que vous remerciez également la composante média. Je remercie effectivement la composante média parce que cette composante aura un travail important à jouer. La question de visibilité, la question de diffusion de l'information, de la bonne information, c'est un rôle important que les médias auront à jouer. Nous espérons qu'ils seront à nos côtés. Nous jouons déjà ce rôle. Hein? Vous jouez déjà ce rôle. Nous espérons que vous allez continuer à jouer ce rôle auprès de nous tout au long de toute façon, c'est un travail commun. Tout au long de ces états généraux. Et à la fin, il aura les recommandations qui seront... Si vous êtes disponible, c'est que nous sommes disponibles. Voilà, donc nous reviendrons également sur ce plateau avec plaisir pour présenter les résultats auxquels nous serons parvenus au cours de ces états généraux et également donner des précisions par rapport à la manière dont nous pensons mettre en œuvre ces recommandations. Et la composante média aura sa part de responsabilité à assumer avec le professeur Anis comme d'habitude. Nous l'espérons, monsieur Yessoufou Yolubamiso. Le plus important pour moi, c'est qu'on puisse arriver véritablement à une loi qui spécifiquement va prendre en compte les aspirations de la société civile au Bénin. Et quand on parle de société civile au Bénin, on parle des organisations non gouvernementales, on parle de la chefferie traditionnelle, des confessions religieuses, des médias, des syndicats, des organisations socio-professionnelles et des associations de développement. Et à terme donc de ces états généraux qui vont se tenir les 18 et 19 décembre prochains, on pourra mieux comprendre ce qu'est une OSC, une organisation de la société civile, pouvoir connaître véritablement leur rôle dans le développement du Bénin, montrer qu'ils sont souvent à but non lucratif et apolitique et qui poursuivent des intérêts d'ordre général, ceci pour accompagner les gouvernements. Et le plus important, la société civile est souvent engagée et c'est souvent des organisations qui prônent la gouvernance, la bonne gouvernance surtout, et une société civile forte, dynamique, impactante, qui assure la veille citoyenne et le contrôle citoyen. C'est possible, ça se fait, ça se renforcera davantage certainement après ces états généraux. Et le plus important, il faut que cette société civile puisse promouvoir la redevabilité, parce que souvent on oublie cela. C'est vrai que c'est des ressources, c'est vrai qu'on travaille pour la communauté, mais il faut que cette communauté puisse prendre également après le relais pour pouvoir participer au développement de ce pays qu'est le Bénin. On remercie donc le Centre de promotion de la société civile qui a accepté venir faire cette émission avec nous. On remercie surtout les confrères qui, de l'autre côté dans l'ombre, ont pu participer à la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers internautes. Vous avez des questions, envoyez-les sur notre site www.esaetv.bj. Ça a changé, www.esaetv.bj. Restez toujours connectés et au plaisir de vous retrouver.